Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, Hilchot, Shvitat, Yom Tov, les lois du repos de Yom Tov, le deuxième chapitre. Dans ce chapitre, le Rambam va nous parler du Muktzeh. Muktzeh, donc c'est quelque chose qui a été mis à l'écart de l'esprit la veille de Yom Tov, et c'est la raison pour laquelle qu'on n'a pas le droit de l'utiliser pendant Yom Tov, le jour de fête. Donc, évidemment, on ne va pas traduire le mot Yom Tov, jour de fête, et le Muktzeh, donc quelque chose qui a été mis à l'écart. Halacha Aleph, Efroach shenolad be Yom Tov, un poussin qui est né Yom Tov, Assour, il est interdit de le manger, il est interdit de le déplacer vu qu'il est Muktzeh, mipnei shehu Muktzeh. Ve'egel shenolad be Yom Tov, en revanche, un veau qui est né pendant Yom Tov, imaita imo modet lachila, dans un cas que sa mère, donc la vache, était destinée à être mangée, qu'on avait l'intention de lui faire un jour la shrita et de la manger. C'est-à-dire que cette vache n'était pas là pour labourer la terre, elle n'était pas là pour qu'on va traire son lait, ce n'était pas son but principal. Donc elle est prête à être mangée elle-même. Donc moutar, le veau, on a le droit de le manger pendant Yom Tov. Ce veau-là qui est né le jour de Yom Tov, on a le droit de le déplacer évidemment. Pourquoi? A priori, c'est quelque chose qui est nolad, c'est quelque chose qui vient d'arriver au monde maintenant. La raison elle est, parce qu'il est prêt littéralement sur le dos de sa mère, en même temps que sa mère. C'est-à-dire, vu que sa mère est destinée à être mangée, alors lui aussi il est destiné à être mangé. Ah, a priori, tu peux me dire, mais sa mère, elle était déjà là la veille de Yom Tov. Lui, il est né seulement le jour de Yom Tov. La réponse, elle est que quand même, Ve'il ou Shachat Imo, vu que s'il avait fait la shrita de sa mère, s'il avait abattu sa mère avant que le veau naisse, Ayazeh Shebeme'ea Mutar, Beyom Tov, Afalpichelo Nolad. Le veau qui est dans le ventre serait permis, bien que le veau n'est pas né, car la règle elle est, lorsqu'on fait la shrita, l'abattage d'un animal, le veau qui se trouve à l'intérieur, eh bien, on peut le manger. Le veau fait partie d'un membre de la vache. Donc, il n'y a pas besoin de faire la shrita aussi sur le veau. Donc, ce veau-là fait partie de la mère. Vu que la mère, on peut la manger pendant Yom Tov. Le veau qui naît pendant Yom Tov, on peut aussi le manger pendant Yom Tov. Halacha bet. Behemot sheyotzot verot chutz troum. Des animaux qui sortent et qui pèsent à l'extérieur du troum, donc à plus que 2000 mètres à l'extérieur, 2000 coudées, à l'extérieur de la ville. Ou baot velanot betochatum. Mais ils reviennent pour passer la nuit dans le troum, dans les 2000 coudées de la ville. Tous ces animaux-là sont considérés prêts, destinés, désignés, considérés par l'homme qui est dans la ville, qui va les manger pendant Yom Tov. Donc, c'est la raison pour laquelle on a le droit de prendre ces animaux et leur faire la shrita le jour de Yom Tov. Aval, en revanche, les animaux shérot qui pèsent qui passent la nuit à l'extérieur du troum. Donc, ils ne rentrent pas dans la ville, ils rentrent seulement rarement, par exemple à la période des pluies. Imbao be Yom Tov, s'ils viennent soudainement pendant Yom Tov, en shochatiноtan, on ne peut pas leur faire la shrita pour les manger, parce qu'ils sont muktzeh. Pourquoi ils sont muktzeh? Parce que les gens de la ville n'ont pas pris en considération ces animaux-là pour peut-être les manger Yom Tov, vu qu'ils ne s'attendaient pas que ces animaux-là vont arriver pendant Yom Tov, contrairement aux animaux qui sont au début de Halachabet. Donc ceux qui sortent à l'extérieur du troum, mais après ils reviennent pour passer la nuit, les gens de la ville prennent ces animaux-là en considération pour peut-être les manger pendant Yom Tov. C'est la raison pour laquelle que ces animaux-là uniquement, on peut leur faire la shrita et les manger pendant Yom Tov. Halacha Gimel. De même, Bemat Kochim. Bemat Kochim, c'est un animal qui a été consacré pour le temple. De manière plus précise, ici, le Rambam nous parle de deux catégories d'animal consacré. Il s'agit du Bechor et du Maaser. Le Bechor, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un il a un animal qui est pur et qui a eu un premier-né, ce premier-né-là doit être donné au Kohen. Le Kohen va l'amener en sacrifice dans le temple et il va le manger à Yerushalayim. Si cet animal a eu un défaut, eh bien, il faut regarder si le défaut a été fait intentionnellement ou pas. Est-ce que c'est un défaut permanent ou bien c'est un défaut qui est passager? Si c'est un défaut qui sera permanent et qui a été fait sans intention, dans ces cas-là, le Kohen pourra le manger chez lui à la maison, donc il n'y a pas besoin de faire le sacrifice dans le temple et de le manger à Yerushalayim. De même en ce qui concerne le Maaser, lorsque quelqu'un il a plusieurs animaux, plus que 10, eh bien, il doit faire une procédure et qu'un dixième, donc il va avoir le Maaser, le dixième, va être saint. Ce dixième-là, donc il devra
faire le sacrifier dans le temple, le manger à Yerushalayim. Encore une fois, s'il y a eu un défaut qui est permanent et qui n'a pas été fait intentionnellement, dans ces cas-là, il sera mangé à l'endroit même. Il n'y a pas besoin de l'amener au sacrifice au Beth Amikdash, au temple, et de le manger à Yerushalayim. Qui est-ce qui va faire cet examen-là? Ça s'appelle un chacham, littéralement un sage. Donc, en l'occurrence, c'est un sage donc, qui est compétent, qui connaît. Donc, il sait voir si le défaut il a été fait intentionnellement ou pas. Et c'est lui qui dira, donc, est-ce qu'on peut le manger ou pas? Maintenant, basé sur ça, voyons le texte de Halacha Gimel. De même, en ce qui concerne donc, un animal consacré, on a dit c'est le Bechor ou le Maaser, chez Nolad Bab Moum B'Yom Tov, qui est né, qui est arrivé un défaut, donc le jour même de Yom Tov. Donc la loi elle est qu'avant qu'elle a eu ce défaut-là, on n'avait pas le droit de la manger. C'est un animal consacré, tu ne peux pas le manger. Donc uniquement une fois qu'il y a eu le défaut, à ce moment-là, tu as le droit de faire la shrita et de le manger. Mais il veut être dato à la me'erev Yom Tov, vu que de la veille de Yom Tov, il n'y avait pas de défaut sur cet animal, donc la personne n'avait pas l'intention de le manger pendant Yom Tov. Même que maintenant, il y a un défaut, et donc il peut le manger sans l'amener au Beth Amikdash. Il n'y a plus Bemat Kochim, c'est pas un animal donc qui est consacré. Quand même, Assur le Shartabe Yom Tov, il n'a pas le droit de lui faire la shrita 2 jours de Yom Tov, parce que la veille de Yom Tov, il n'avait pas l'intention de manger cet animal. Le Fichar, c'est la raison pour laquelle Assur lirot mume kochim Yom Tov. Il est interdit aux chacham, aux sages, aux compétents, de même juste regarder les défauts de l'animal. Est-ce que c'est un défaut permanent et qui a été fait sans attention? Il n'a pas le droit de regarder ça le jour de Yom Tov. Pourquoi? Gzera, les sages ont fait un décret, Shema Yatiren, Hechacham Bemouman. Peut-être le sage, il va venir pendant Yom Tov, il va regarder l'animal, il va dire, tiens, en effet, c'est un défaut permanent, ça n'a pas été fait intentionnellement, en effet, tu peux le manger, tu n'as pas besoin de l'amener au temple. Et qu'est-ce qu'il va faire le propriétaire de cet animal, que ce soit le Kohen ou donc celui qui a fait le Maaser, Veya Vozel Lishrot Bobayom, il va faire la Shrita le jour même de Yom Tov, et il va transgresser l'interdiction de Moukhtse, vu que la veille de Yom Tov, ce n'était pas prêt, donc c'était Moukhtse. Aval. Mais une autre chose, Roe ou Amoum Erev Yom Tov. Le compétent, dans un autre cas, ici il y a eu un défaut, on peut appeler le compétent, je dis viens s'il te plaît, monsieur le rabbin à la maison, regardez si mon animal a eu un défaut permanent, est-ce que c'est fait intentionnellement ou pas, vous me direz, après avoir réflexion, donc lui vient la veille de Yom Tov le Chacham, ou le Machar, et le lendemain, Matir, il dit c'est permis, tu peux faire la Shrita, Oser, ou bien il interdit si ça a été fait intentionnellement, ça on a le droit. Parce qu'à ce moment-là, la personne, déjà la veille de Yom Tov, elle s'est dit, peut-être je pourrais manger cet animal-là pendant Yom Tov. Alachat Dalet. Bechor shenolad ou mumo imo. Un animal pur qui a enfanté pendant Yom Tov un premier-né, et ce premier-né, dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, il avait déjà un défaut permanent, donc il n'y a pas, et on ne peut pas l'amener donc au Beth Amikdash pour le sacrifier, donc c'est mangé sur place. À Rezé Mouchan, eh bien, cet animal, il est considéré donc déjà prêt pour être consommé, c'est-à-dire donc que la personne n'a pas exclu de son intention cet animal, il n'y a pas l'intention de Moukhtse. Mais quand même, on n'a pas le droit de l'examiner, c'est-à-dire le chacham, le sage, le compétent, n'a pas le droit d'examiner ce défaut-là le jour même de Yom Tov. Mais avar, si ce sage donc n'a pas fait ce qu'il fallait, et il est quand même venu regarder, et il a vu qu'il y avait ce défaut-là, Vera, Mumo, ou Bikro, après avoir examiné ce défaut, Veitiro, il a permis de le manger, quand même, il pourra faire la shrita, et le manger pendant Yom Tov, parce qu'il est considéré Mouchan, qui est prêt, donc c'est pas considéré du Moukhtse. Encore un point, Bechor Shenaf al bor, un premier-né, donc qui n'a pas de défaut. S'il n'a pas de défaut, donc c'est un animal qui est consacré, qu'il faut amener au temple et le manger à Yerushalayim. Et il est tombé dans un trou pendant Yom Tov. Maintenant, le propriétaire, il a peur. S'il va laisser là-bas dans le trou, le Bechor, il va mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Oselo parnas abim komo. Il lui amène la nourriture à l'endroit où l'animal se trouve. Pourquoi il ne peut pas le sortir? Il ne peut pas le sortir, le relever de ce trou. Vu qu'il est Moukhtse, parce qu'on ne peut pas faire la shrita de ce Bechor-là le jour de Yom Tov, parce que c'est un animal qui est consacré. S'il n'a pas, c'est un Bechor, donc il n'a pas de Moum Kavua, de défaut qui est permanent. Il est Moukse, on n'a pas le droit de déplacer. Encore un point. La Torah, elle interdit de faire la shrita de Otoved Beno de l'animal et son petit le jour même. Donc par exemple, une vache et son veau, on n'a pas le droit de faire le même jour, on n'a pas le droit de lui faire la shrita.
Alors maintenant, imaginons que les deux, chez Naflou les bords, les deux ils sont tombés dans un trou. Le problème c'est je suis prêt à sortir un et dire je vais lui faire la shrita, mais je peux pas sortir les deux et dire je vais faire la shrita aux deux, puisque tu peux faire la shrita de la vache et du veau en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Malet harishon almenat lesharto. Il fait sortir un premier pour lui faire la shrita. Il dit ah tiens, je vais faire la shrita de la vache. Veino shakato, il fait pas la shrita. Ou Marim, il ruse, il fait le rusé, c'est qu'il dit le deuxième, il est mieux, il est peut-être plus gras, il est plus frais. Donc il fait monter le deuxième pour lui faire la shrita. Suite à ça, d'après le Rambam, donc il fera la shrita de celui qui veut, ou bien de la vache, ou bien du veau, un des deux. Pourquoi c'est permis? La raison est vu qu'on ne veut pas faire souffrir les animaux, dans ce cas-là, les sages ils ont permis d'être rusés, de dire au début je veux prendre celui-là, après il dit je vais prendre celui-là, en tout cas que les deux ne vont pas rester à l'intérieur. Encore un point, un animal donc, qui n'est pas consacré, qui est profane, donc qui est tombé du toit, un animal donc, qui est profane, qui n'est pas consacré, en effet, je peux lui faire la shrita pendant Yom Tov et le manger. Non, le problème, il est qu'il est tombé du toit. Il est encore vivant, mais il y a peut-être une chance, il y a peut-être des membres intérieurs qui se sont fracassés, qui sont cassés, qui rendent l'animal qui est très fin, c'est-à-dire que sur l'animal, il va mourir plus tard. Et dans ces cas-là, même si on lui fait la shrita, quand après on va découvrir qu'il y avait des parties donc à l'intérieur de l'animal qui sont entièrement cassées et que l'animal allait mourir, ça ne sera pas caché, on n'aura pas le droit de le manger même si on a fait la shrita. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire la shrita de cet animal-là pendant Yom Tov? La réponse est que bien qu'elle a besoin d'un examen après la shrita, on va regarder si elle est cachère ou pas. Shochatin ota bi Yom Tov. Quand même, on fait la shrita pendant Yom Tov. Ne dis pas qu'après avoir fait la shrita, on va faire un examen, regarder si tous les membres intérieurs sont encore en bonne santé. Et en effet, c'est possible que bien qu'elle est tombée du toit, elle sera valide, et on pourra la manger. Donc c'est la raison pour laquelle il a le droit de lui faire la shrita pendant Yom Tov. Halachae, avazin, des oies, vetarnegolim, des poules, veyonim, des colombes, shebabait qui sont dans la maison, donc domestiques, et donc qui sont désignés pour manger. Are elu muchanim, ils sont considérés déjà prêts, et ils ne sont pas considérés muktzeh. C'est la raison pour laquelle, il n'y a pas besoin de les désigner la veille de Yom Tov et de dire « Ah, je vais manger de tel oiseau, de l'autre oiseau, etc. » S'ils sont là, donc à la maison, ils sont tous considérés désignés, prêts pour être mangés. Il n'y a pas besoin de désigner particulièrement quel oiseau la personne elle va vouloir manger le lendemain. En revanche, Yone Shovar, Yone Ali, des colombes qui sont dans des pigeonniers ou bien qui sont à des étages, donc en hauteur, et des oiseaux qui sont pris leur demeure dans des tfichim, c'est dans des murailles, on met là-bas des sortes de récipients, ça veut dire des bassines, des choses comme ça, dans lesquelles les oiseaux vont venir demeurer, au bira, ou bien des oiseaux qui se trouvent donc dans une tour. Ces oiseaux-là sont muktzeh. Pourquoi? Parce que la personne ne veut pas les considérer, dire « Ah tiens, je vais prendre celui-là demain », ils sont en hauteur, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir. Si maintenant il veut manger un de ces oiseaux-là, il doit, la veille de Yom Tov, désigner tel et tel oiseau qui se trouve là-bas, dans telle bassine dans la muraille, ou bien dans tel pigeonnier. L'homme arrive à dire « Elouva, Elou aninoten ». Et donc il va dire, donc il désigne et il dit donc tel et tel oiseau, je vais prendre demain. Mais il n'a pas besoin de secouer avec sa main, c'est-à-dire de toucher les oiseaux qu'il a choisis, juste le fait de le dire, c'est suffisant. Halachavav, qui vient à la suite de ce qu'on vient de voir, la personne, en effet, ce qu'elle a fait, donc avec le Yom Tov, elle a désigné certains oiseaux. Maintenant, Zimen Shorim ou Levanim, lui, il a désigné des colombes noires et blanches. Donc, il y avait deux nids, nid numéro 1, nid numéro 2. Il y avait dans le nid numéro 1 des colombes noires, nid numéro 2, il y avait des colombes blanches. Il a dit, je désigne les colombes qui sont dans le nid numéro 1, qui sont noires, qui sont dans le numéro 2, qui sont blanches, je les désigne pour demain. Il revient plus tard. Il retrouve les noirs à la place des blancs. Donc, les colombes noires qui étaient dans le nid numéro 1, il les retrouve dans le nid numéro 2. Il trouve, en tous les cas, il trouve dans le nid numéro 2, c'est des noirs. Ou le vanim comme shrorim. Et dans le nid numéro 1, il trouve des blanches. Dans la question, elle est, est-ce qu'on dit, tiens, tous les colombes qui étaient dans le nid numéro 1, ils sont partis dans le numéro 2, ils sont partis dans le numéro 1. Dans ces cas-là,
on n'aurait pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on va dire, ils les avaient déjà désignés hier, juste qu'ils ont changé de nid, mais ils les avaient déjà désignés. Eh bien, on dit pas ça. On dit Asurim, ils sont interdits. Il n'a pas le droit de prendre les colombes qui sont dans le nid numéro 1 et numéro 2, bien que c'est des noirs et des blancs, juste on aurait dit ils ont changé de place. On ne dit pas qu'ils ont changé de place. Chez Ani Omer, c'est une expression, je dis, je crains. Shema Otam Shezimen Pachulem. Peut-être les deux, les noirs qui étaient dans le nid numéro 1 et les blancs qui étaient dans le nid numéro 2, les deux se sont envolés, ils sont partis ailleurs. Ve'elu, tu retrouves dans le nid numéro 2 de noirs et dans le nid numéro 1 tu retrouves des blanches. Ceux-là qui sont là, c'est des autres, ils sont venus d'ailleurs. Et la règle est que lorsqu'il y a un doute si les colombes donc, ont été préparées, ou toute chose donc, qui a été préparée, on a un doute, c'était préparé, c'est bien ça qui a été préparé la veille de Yom Tov, eh bien, Assour, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle que ces colombes seront interdites. Encore un cas. Zimen Shnai Matzah Shlosha. Il y avait un nid, la veille de Yom Tov, il a dit, tiens, je désigne ce nid-là, dans lequel il y a 2 colombes pour les manger pendant Yom Tov. Il revient plus tard, il trouve qu'il y a 3 colombes à Kol Assour. Les 3 sont interdites. Parce qu'il ne sait pas reconnaître c'est lesquels, les 2 qu'il avait désignés. Shlosha Matzah Shnaim. Non, si, la veille de Yom Tov, il a désigné un nid dans lequel il y a 3 colombes. Il revient, il y en a seulement 2. Moutar, ils sont permis. Parce qu'on dit, il y en a une qui est partie, mais les 2 autres qui sont là, c'est ceux qu'il avait désignés avant. Zimen Betochaken. Si maintenant il a désigné des colombes qui se trouvent, on dit des colombes, c'est des oiseaux, ça peut être des oiseaux aussi. Bon, après Yonim, parce que avant le Ram, il a dit Yonim, donc ça peut être des oiseaux aussi. Donc on va dire des colombes qui se trouvent dans le nid. Ou Matsalifnak, quand il revient, il le retrouve devant le nid. Im en shamken elaen, si le seul nid qu'il y a ici, c'est seulement, quand on dit seulement ici, ça veut dire que le prochain il est dans 50 coudées, environ 25 mètres, donc plus loin, mais il y a seulement cela. Donc ça c'est un. Deuxièmement, il n'y a que cela, il n'y a que ce nid-là. Deuxièmement, et il s'agit des colombes qui ne peuvent pas voler, ils peuvent juste se déplacer comme ça doucement. Et même s'il y a un autre nid, Bekeren Zavit, c'est dans un coin qui est de l'autre côté, mais qui n'est pas sur la même ligne droite. Comme on peut voir ici, nous avons un nid là, avec des oiseaux. Lui, il a dit, tiens, je vais prendre ces oiseaux. Et il y en a un autre ici. Et cet autre-là, il n'est pas dans 40 coudées. Mais celui qui est là, ce nid-là, il ne peut pas voir ceux qui sont là. Donc lui, il avait des oiseaux donc, qui étaient devant. Maintenant qu'il se trouve devant le ken, devant le nid. Eh bien, on va voir tout de suite dans la halakha qu'on va dire que vu qu'ils ne savent pas voler, et c'est vrai qu'ils avancent, ils vont ailleurs, mais ils ne vont pas se retrouver devant un autre nid, parce qu'ils avancent seulement en ligne droite par rapport à leur nid. C'est-à-dire, ils vont avancer comme ça, mais toujours face à leur nid, ils ne vont pas aller dans un autre sens. Voyons sur le texte, Are elu mutarin, eh bien, s'il y a seulement ce nid-là, même s'il y en a un autre comme ça qui est derrière, sur le côté, eh bien, comme ils sont permis, ces oiseaux qui retrouvent devant le nid, car lorsque ces oiseaux qui ne savent pas voler se déplacent, ils se déplacent uniquement devant leur nid, mais béchavé, donc en ligne droite. Ils vont pas se retourner, aller ailleurs dans un endroit où on ne voit pas leur nid. Ils restent toujours dans l'endroit où ils peuvent voir leur propre nid. Halacha Zayin, Dagim shebebarim gdolim, des poissons qui se trouvent dans des grandes bassines, aquarium, chaya ve'of shebebarim, de même des bêtes sauvages, des oiseaux qui se trouvent dans des enclos gdolim, de grands enclos. Le principe pour le Rambam, il dit gdolim qui sont grands. Kol shomechusat tseida, ça ici, ça nécessite d'être capturé à tel point, atche omrim, quand on veut attraper un poisson ou un oiseau, une bête sauvage, on dit have metsuda, amène un filet ou netsudenu, comme ça on va capturer l'animal ou le poisson. Areze mukse, c'est mukse, parce que la personne, elle a enlevé son esprit, elle n'y pense pas, parce que il pourra pas la prendre facilement. Ven tzadin otam beyom tov, donc on n'a pas le droit de les capturer le jour de Yom Tov. Veim tzad lo yachlu, et s'il les a capturés pendant Yom Tov, eh bien il n'a pas le droit de les manger. Maintenant, et tout ce qui ne nécessite pas un filet, on peut le prendre juste comme ça, sans filet.
Ça, c'est prêt donc pour être mangé, c'est pas mouktsé. Tzadinoto be Yom Tov, on a le droit de le capturer pendant Yom Tov. Ochlin oto et en manger. Vechen chaya, de même une bête sauvage, chez Kinena be Pardes, qui a fixé sa demeure dans un verger à Samouch Laïr, qui est proche de la ville. Quand on dit un verger, donc c'est un verger donc qui est fermé de tous les côtés et qui est proche de la ville. Alors, Yeladea, non pas elle-même, donc la bête sauvage, mais ça, c'est petit. Lorsqu'ils sont petits, les petits, et ils ne nécessitent pas d'être capturés parce qu'ils ne savent pas courir et se sauver. Ils n'ont pas besoin d'être désignés. Pourquoi? Parce que la personne, elle a l'intention de les prendre, vu qu'ils sont considérés dans sa tête, qu'ils sont déjà, il va les prendre. Parce qu'ils sont dans un verger juste à côté de la ville, ils sont fermés, il peut rentrer et prendre, s'en servir. C'est quelqu'un, il a, je crois, dit disposé, il a mis des filets, donc pour des pièges, pour attraper donc des bêtes sauvages, des oiseaux, des poissons. Il a mis ça la veille de Yom Tov. Et après, quand ça arrive Yom Tov, là-bas, il y a des poissons ou des bêtes sauvages ou des oiseaux, donc en fonction bien sûr où il a mis les choses, et qui sont fait capturer. Lo yitol même be Yom Tov. Il n'a pas le droit d'en prendre pour Yom Tov. Uniquement s'il est sûr qu'ils ont été capturés la veille de Yom Tov. Dans ces cas-là, il aura le droit de les prendre pendant Yom Tov. Mais si il ne sait pas si ça a été capturé la veille de Yom Tov, c'est possible que ça a été capturé pendant Yom Tov, il n'a pas le droit de les prendre. Encore un point. Celui qui fait un barrage dans une canalisation la veille de Yom Tov. Donc il y a de l'eau qui passe à droite, au milieu et à gauche. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme ça, il fait un blocage du côté droit et du côté gauche. Comme ça, tout ce qui est au milieu, c'est bouché. Donc c'est fermé. Il a bloqué. Eh bien, le mahar, le lendemain, Hishkim, quand il se lève, ou Matzabadak, il me retrouve, tiens, il y a des poissons dans l'endroit que j'ai bloqué dans la canalisation, il y a des poissons au milieu. Eh bien, Arelo Mutarim, il a le droit de prendre ces poissons. Pourquoi? Parce que ces poissons sont déjà capturés la veille de Yom Tov, lorsqu'il a fait un barrage des deux côtés, ces poissons sont restés au milieu, eh bien, ils sont capturés. Donc, ils sont déjà prêts pour Yom Tov, ils ne sont pas mechoussar tseida, il n'y a pas ici la nécessité de les capturer, ils sont déjà capturés. Halachatet, Bait Shomale Perot Muchanim, une maison qui est entièrement fermée, dans laquelle on n'a pas accès. Elle est remplie de fruits, les fruits qui sont permis de manger pendant Yom Tov. Venifrat, et cette maison-là, il y a une partie d'un mur de la maison qui s'est écroulée, qui s'est enlevée pendant Yom Tov. Alors, est-ce qu'il a le droit de manger les fruits qui sont à l'intérieur? Parce qu'à l'entrée de Yom Tov au début, la maison est entièrement fermée. Le Rav nous dit que notel makomapat, oui, il peut se servir de ces fruits-là, de l'endroit où la maison s'est ouverte, il y a une brèche qui s'est faite là-bas, ou une ouverture, eh bien, il peut prendre là-bas, vu que les fruits en eux-mêmes, ils sont prêts pour manger, ils sont permis. Encore un point. À Omed à la Mouktsé, celui qui se tient à un endroit de Mouktsé. Ici, quand on parle de Mouktsé, on ne parle pas du Mouktsé de Shabbat, le Mouktsé de Yom Tov. Mouktsé, ici, dans le langage, de quelque chose qui a été mis de côté. Ici, il s'agit donc ça rentre, oui, dans le même contexte de Mouktsé, mais ce n'est pas halachiquement Mouktsé. Ici, c'est aussi halachiquement Mouktsé, mais c'est-à-dire, lorsqu'on met des figues à sécher, ou bien on met des raisins à sécher, c'est du Mouktsé. Pourquoi c'est du Mouktsé? Parce qu'on a mis ça de côté pour que ça va sécher. Donc cette personne-là, alors, encore un point, les figues et les raisins, il y a trois étapes. Il y a lorsqu'ils sont complètement frais, tu peux les manger. Après, il y a quand on les met à sécher. Quand on les met à sécher, il y a la première étape qui sont très mauvaises. Personne ne s'est intéressé de les manger parce que c'est dégoûtant. Il y a la troisième étape, je saute la deuxième. La troisième étape, lorsqu'une fois que ça a séché, que tout le monde peut en manger. Mais il y a une deuxième étape, c'est un moment qu'ils ont un peu séché, ils ont pas mal séché. Certaines personnes les mangeront, certaines personnes ne les mangeront pas. Donc au début, personne ne les mange. À la fin, tout le monde les mange. Il y a comme ça au milieu. Et là, on nous parle d'un cas que celui qui se trouve Erev Yom Tov, la veille de Yom Tov, il se tient à cet endroit-là, donc qui est Mouktsé, pour désigner ces fruits-là, que lui, il va les manger, donc pour Yom Tov. Et le Ram nous dit, encore un point, qu'il s'agit quand? Il s'agit Beshana Shvit, c'est la 7e année. Il y a un cycle de 7 ans. Pendant 6 ans, on donne différentes dîmes de Maaser, de Trouma,
Et lorsque ça arrive la septième année, Shekol Aperot Efker, tous les fruits sont abandonnés, appartiennent à tout le monde la septième année, l'année de la Shemitah. Alors, si quelqu'un veut désigner ces fruits qui ont séché maintenant, qui ont séché partiellement, que lui, il est prêt à les manger pour le lendemain, et il se trouve à cet endroit donc, où ces choses ont séché, Tsarir chez Yirshom, il faut qu'il marque, qu'il fasse un signe dans les fruits de quel endroit jusqu'à où il va vouloir le manger le lendemain. Veillomar, ils disent, en plus la marque, il dit Mikan, Veadkan, d'ici jusqu'à ici, de tel endroit à tel endroit, Aninotel, je prendrai pendant Yom Tov. Donc, la personne est partie là-bas, elle a marqué, et elle a dit ce qu'elle va vouloir manger. À ce moment-là, il peut en prendre pendant Yom Tov. Vim lo racham, s'il n'a pas marqué, lo yitol, il n'aura pas le droit de prendre de ces fruits-là pendant Yom Tov. Halacha Yud, goy shehevit shura le Israël be Yom Tov. Un non-juif qui amène un cadeau à un juif pendant Yom Tov. Im yesh me oto amin bimchuba la karka. Si de cette espèce que le goy a amené en cadeau au juif, il y a de cette même espèce qui est rattachée au sol. Par exemple, on est dans le mois de Elul, il lui amène des raisins. Les raisins, en général, sont encore sur la vigne dans le mois de Elul. Ou bien qu'il a amené une bête sauvage, des oiseaux ou des poissons, qu'il est possible qu'il les a capturés le jour même, donc le jour de Yom Tov, eh bien, ces fruits ou ces animaux, ces poissons, sont interdits de manger le jour de Yom Tov. Il n'a pas le droit le juif n'a pas le droit de les déplacer non plus. Ad la erf, il doit attendre jusqu'au soir à la sortie de Yom Tov. Et même lorsque ça arrive à la sortie de Yom Tov, il doit attendre le temps nécessaire, qui nécessite donc de détacher ces fruits-là de la terre, ou bien de chasser, de capturer ces animaux et les amener jusqu'à l'endroit où ils se trouvent. Allons encore plus loin. Filou hadas, même une feuille de myrte, quand elle est attachée au sol, on a le droit de sentir son odeur pendant Shabbat, pendant Yom Tov. Même le Ram nous dit que même une feuille de myrte qu'un goy a amené à un juif, kayot, c'est quelque chose de semblable, eh bien, même quand ça arrive le soir, la sortie de Yom Tov, il ne peut pas encore sentir de cette feuille de myrte. Ou jusqu'à qu'il va attendre le temps nécessaire que le travail donc de cueillir cette feuille de myrte et de l'amener à l'endroit sera passé. Maintenant, si ce cadeau que le goy a amené aux juifs, il n'y a pas de cette espèce-là, donc il est rattaché au sol, c'est plus la saison, ça a déjà été détaché du sol de la terre avant, dans le passé. Ou bien que l'aspect de ce qui a été amené, donc que ce soit de l'animal, l'oiseau, le poisson, ou bien ce qu'il a amené, en tout cas, on voit que ça a été détaché depuis hier, en tout cas, c'est pas aujourd'hui que ça a été fait, ou bien ça a été capturé depuis hier, parce que c'est pas aussi frais. Donc, il y a encore une chose à voir. Si le goy a amené donc quelque chose qui est permis, donc qui n'a pas été fait aujourd'hui, il y a encore une deuxième chose à voir. Il faut le voir d'où il a amené. S'il a amené du troum, ça veut dire dans les 2000 mètres qui sont à l'extérieur de la ville, moutar, c'est permis. Mais s'il a amené donc de l'extérieur des limites, donc plus loin que 2000 coudées, de là-bas, il a ramené ça aux juifs, arrêté sur l'eau, c'est interdit pour ce juif-là. Le Ram nous dit que si le gars il a amené quelque chose pour Reuven de l'extérieur de la limite de la ville, eh bien Reuven n'a pas le droit de le manger, mais Shimon pourra le manger. Halacha Yudalef. Etzim shenashu min hadekel beyom tov. Du bois qui est tombé d'un palmier pendant Yom Tov. Est-ce que j'ai le droit de m'en servir pour faire du feu ou pas? Réponse, elle est asur la sikan. On n'a pas le droit d'allumer ce bois-là. Pourquoi? Mipnei shem nolad. Parce qu'au début de Yom Tov, ces bois-là étaient rattachés à l'arbre et ils ont été détachés pendant Yom Tov. Vrai, il n'y a personne qui les a détachés lui-même. Ils sont tombés seuls. Mais ils sont considérés nolad, qui sont venus au monde, ils sont arrivés. Donc après Yom Tov. Non, vimnashu le tochatanur. S'ils sont tombés du palmier, direct, ils sont partis dans le four. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Marbe alem etzimuchanim. Il va rajouter, en plus de cette branche de palmier, encore plein de branches, plein de bois qui étaient mouchanim, qui étaient prêts, donc déjà de la veille de Yom Tov, ou masikan, et comme ça, il les allume eux aussi, comme ça, donc il y a la branche de palmier qui est interdite avec tous les autres qui sont permis, comme ça, ça s'annule dans tout ce qui est permis. Aremat teven, un tas de paille, ve'otzar shel eitzim, et un entrepôt de bois, donc que la personne, donc elle a mis de
côté ce bois pour s'en servir, donc par exemple en hiver. El matrilim ben b'yom tov. Il n'a pas le droit donc de commencer à se servir de ce tas de paille ou bien de cet entrepôt pendant Yom Tov. S'il veut s'en servir pendant Yom Tov, il faut qu'il les a préparés, désignés déjà la veille de Yom Tov et dire je vais m'en servir de ce tas de paille, de cet entrepôt. Pourquoi il n'a pas le droit de s'en servir pendant Yom Tov? Vu qu'ils sont mouktsé, la preuve, c'est qu'il les a mis dans un entrepôt. Donc il les a mis de côté pour s'en servir plus tard. Donc ils sont mouktsé. Maintenant, si le tas de paille, avec le temps, donc il y a eu des épines qui se sont mélangées là-bas, que maintenant, donc c'est plus apte, ça ne convient plus à la consommation des animaux, ou bien pour faire des fois comme ça pour faire avec du ciment. Et là, la seule chose qu'il peut faire maintenant, c'est uniquement quoi? C'est le brûler. Dans ces cas-là, si ce tas de paille, il y a des épines à l'intérieur, eh bien, il est considéré désigné, préparé pour les allumer pour faire du feu, et donc il peut les allumer pendant Yom Tov. Halacha Yudbet, el mevakim eitzim mitzvah shel korot. On n'a pas le droit de couper du bois d'un grand morceau d'un morceau de plusieurs poutres qui sont là. Ces poutres, il y a plusieurs poutres qui sont désignées pour une construction. Ils sont bien arrangés les uns à côté des autres. Et lui maintenant, il veut prendre une poutre, la mettre en morceaux sûrement pour faire du feu avec. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est mouktsé. Mouktsé de quoi? Mouktsé de chesson kis. C'est une perte d'argent. Il a des belles poutres comme ça. Il avait l'intention de faire la construction avec. Avant Yom Tov, il n'avait pas l'intention de les couper en morceaux pour faire du feu avec. Vélo. De même, on n'a pas le droit de couper minakora shenish berabe Yom Tov. Il y avait une poutre. Elle s'est cassée pendant Yom Tov. Elle est déjà en morceaux. J'ai pas le droit d'allumer du feu avec. Pourquoi? Des chonolat, vrai que maintenant c'est destiné pour le feu, pour me réchauffer avec, faire cuire quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est arrivé au monde pendant Yom Tov. De même des ustensiles qui sont cassés Yom Tov. On n'a pas le droit d'allumer le feu avec. Pourquoi? Parce que ils viennent d'arriver au monde maintenant. C'est-à-dire que maintenant tu vas les faire, tu veux les brûler. On a le droit d'allumer le feu avec des ustensiles qui sont entiers, qui n'étaient pas mouktsé. Il y a des ustensiles qui sont cassés la veille de Yom Tov. Vu que ils étaient prêts à un autre travail, ils étaient aptes à faire un travail, donc qui est déjà la veille de Yom Tov. Donc que ça soit des ustensiles qui sont entiers, ils étaient déjà destinés pour faire des choses qui sont pour l'ustensile. Après, lui, il a changé d'avis pendant Yom Tov, mais la veille de Yom Tov, quand c'est rentré Yom Tov, il avait déjà une utilité avec ce récipient-là. Maintenant, il veut changer d'utilité pour faire du feu. Et de même, des ustensiles donc, qui sont cassés la veille de Yom Tov, eh bien, ils sont déjà prêts pour être brûlés pendant Yom Tov. Kayot Sebo, dans le même esprit. Et gozin ushkedim, des noix et des amandes. Shachalan be'erev Yom Tov, qu'il les a mangées la veille de Yom Tov. Quand on mange des noix et des amandes, il y a l'écorce autour. Eh bien, Masé qui me biklipe, mais Yom Tov. Vu qu'il a déjà mangé la veille de Yom Tov, les noix et les amandes, ce qui reste, c'est les écorces. Les écorces, on peut allumer avec eux. Pendant Yom Tov, on peut allumer le feu. Yom Tov. En revanche, s'il les a mangés le jour même de Yom Tov, il a mangé les noix et les amandes. Et c'est maintenant qu'il a ce tas d'écorces, d'amandes ou de noix. On ne peut pas allumer le feu avec leurs écorces. Le Rambam dit, bien qu'il a dit cette halakha d'une telle manière, il dit qu'il y a d'autres versions dans la Gemara qui disent comme ça, qu'on dit le contraire. S'il les a mangés la veille, le jour même de Yom Tov, tu ne pourras pas allumer le feu avec leur écorce. Pourquoi? Vu qu'ils ont été mis de côté. Parce que bien qu'il les a séparés la veille de Yom Tov, il n'a pas été mazmin, il ne les a pas désignés pour les mettre dans le feu. Donc, il a montré son esprit qu'il n'a pas l'intention de les brûler. Il n'a pas allumé le feu avec. Et la suite de la version différente dans la Gemara, elle est que Yom Tov, qui dit que s'il les a mangés pendant Yom Tov, dans ces cas-là, oui, Masikin, on peut oui allumer le feu avec vu que le manger il était déjà prêt. Il pouvait manger les amandes et les noix. Alors, il peut manger là, ce qui est dessus, donc les écorces, ils sont aussi mouchani, ils sont déjà aussi prêts, destinés pour une utilité pendant Yom Tov. En l'occurrence, leur utilité, ce sera d'allumer le feu avec. Halacha Yud Gimel. Kotz Ratov, une épine qui est humide, Areo Mouktsé.
il est mouktsé. Pourquoi? Parce que il n'est pas apte à la combustion. Tu ne veux pas allumer le feu avec? Le fichar, c'est la raison pour laquelle. Il n'a pas le droit de s'en servir pour en faire comme une broche, pour faire cuire, de faire griller de la viande avec. Et de même, tout ce qui est semblable. Quelqu'un, il a une souka, une cabane. On ne parle pas ici de la cabane de la fête de Sukkot, qu'on n'a pas le droit d'utiliser les parois pendant la fête de Sukkot. On parle de quelqu'un, il a une cabane. Donc imaginons, donc, il y a une cabane, et sur le côté, comme ça, en plus donc, de la paroi de la cabane, il y a encore comme ça des morceaux de bois qui sont à côté. Eh bien, on a le droit de prendre Notlim Etzima Smuchim Dofne Souka. Donc, il y a les Dofne Souka, il y a les parois de la Souka, il y a des bois comme ça qui sont dessus. Eh bien, il a le droit de prendre ces bois-là, ou Masikin Ben, et d'allumer le feu avec pendant Yom Tov. Aval Elmevim Etzimina Sade, on n'a pas le droit d'amener des bois du champ, à Filoyum Chunasim, Shami Ba'er, même si ces bois-là étaient déjà rassemblés, donc en tas de la veille de Yom Tov, il n'a pas le droit. Mais par contre, en revanche, ce qu'il a oui le droit de faire, Aval, Megavez-vous Bassad et Milefanav, il a le droit, pendant Yom Tov, de rassembler du bois qui est devant lui, c'est-à-dire qui est autour de lui, comme ça, il est dans le champ, il ramasse un peu à droite, à gauche de ce qui est autour de lui, ou Madlik Sham, et il allume là-bas, donc pour faire cuire ce qu'il a besoin. Encore un point, ou Mevi Minam Chunasim, Birshuta Yachid, ואפילו הייתה מוקפת שלא לשם דירה, ובלבד שהיא פותחת, ותהיה בתוך תחום השבת. On a le droit, j'ai lu les trois conditions dans le cas suivant. Quelqu'un, il a du bois qui est emmagasiné, qui est déjà donc les uns sur les autres, en tas, dans un domaine privé. Un domaine privé, c'est un endroit donc qui est entouré avec une cloison. Il y a une mechitza tout autour. Et là-bas, il a du bois qui est emmagasiné. Même si les cloisons qui ont été mises là-bas n'ont pas été mises, ça n'a pas été une clôture qui a été faite pour pouvoir habiter dans ce domaine privé. On a déjà appris dans le passé, dans Eruvin et dans Shabbat, cette notion-là de Oukaf le Dira, mais non, c'est pas très important. En tout cas, donc c'est pas Moukaf, même si c'est pas Moukaf le Dira, même si ces cloisons n'ont pas été mises pour y habiter à l'intérieur, mais c'est considéré un Reshuta Yachid. Et deuxièmement, il faut aussi qu'il y ait une potachat, il faut qu'elle ait une porte. Cet endroit-là, il faut absolument qu'il y ait une porte. Et troisièmement, il faut que cet endroit-là soit dans le troum de Shabbat, dans les limites de Shabbat, dans les 2000 coudées qui sont à côté de la ville. Dans ces cas-là, il peut prendre du bois qui est là-bas, dans ce khatsir, dans cette cour. On considère que c'est un endroit, tout le bois qui est là-bas, il est considéré comme Houchan, qu'il a été prêt pour Yom Tov, et donc il pourra s'en servir pour allumer le feu. S'il manque une de ces trois conditions-là, donc ce soit un Reshuta Yachid, un domaine privé, donc il y a des cloisons autour, et qu'il y a une porte, et que ça soit dans le troum, s'il manque une de ces conditions-là, Arel Moukhtse, ces bois qui sont là-bas sont Moukhtse, il n'a pas le droit de s'en servir. Halachatet Vav. Alekanim valegefanim, des branches de roseau et des branches de vigne, afal pichem muchunasim bekarfef, même s'ils sont emmagasinés dans un karfef. Karfef, c'est ce qu'on vient de voir avant, le domaine privé, donc qui est entouré. Donc, Kevan Sharuach me fazaret vu que ces branches-là, les branches de roseau, les branches de vigne, lorsque le vent souffle, va les éparpiller. Aren Kim Fuzarim, ils ne sont pas considérés comme, on a dit avant, Mechunasim, qui sont emmagasinés, mais ici, ils sont Mefuzarim, ils sont éparpillés. Va Assurin, et donc, ils sont interdits. Juste tout à l'heure, j'ai dit les trois conditions, c'est que ça se trouve dans le domaine privé, et il y a une porte, et que ça soit aussi donc dans le troum. C'est pas exact. Il faut que ça soit mechunasim birshuta yachid. Il faut que ça soit pas, le bois ne soit pas éparpillé, c'est le point essentiel. Que ce soit mechunasim, que ça soit rassemblé, emmagasiné et non pas éparpillé. Suite à ça, il y a la Chatet Vav qui nous dit que si c'est éparpillé, vu que ça peut être éparpillé, eh bien, c'est interdit parce que la personne n'a pas l'intention de pouvoir prendre quelque chose qui est emmagasiné. Si la veille de Yom Tov, il a mis un ustensile donc, qui est lourd sur ses branches de roseau ou de palmier, Arel ou Mouchanim, ils sont considérés prêts. Vu qu'ils ne vont pas s'envoler, donc il peut avoir l'intention qu'il va les utiliser le lendemain. Un animal qui est mort le jour de Yom Tov. Quand il est mort, c'est treifa. Un être humain, un juif, il ne peut pas en manger. Maintenant, la question est, est-ce qu'on peut donner aux animaux, il y a un chien, il veut lui donner de la viande de cet animal qui est mort pendant Yom Tov, est-ce qu'il peut ou pas? Alors ça dépend. Si la veille de Yom Tov, elle était en danger de mort, il sentait qu'elle allait mourir, il voyait qu'il allait mourir.
Dans ce cas-là, elle est morte pendant Yom Tov, il la coupe en morceaux, il la donne aux chiens, aux animaux. C'est pas mouktsé, parce qu'il savait qu'elle allait mourir. Veimlav. Sinon, si elle n'était pas en danger de mort. Oh, il a vu qu'il n'avait pas l'intention qu'elle allait mourir pendant Yom Tov, donc c'est une surprise qui lui est arrivée maintenant comme ça. C'est mouktsé, donc il n'a pas le droit de la déplacer de sa place. Bemat kochim shembeta, un animal consacré qui est mort, ou truma shenitmet, et de la dîme qui est devenue impure, et donc le Kohen ne peut plus la manger. Le yezizen amim koma, il n'a pas le droit de la bouger de sa place, parce que elle est mouktsé. Halacha yudzayin, dagim, des poissons, ve'ofot, des oiseaux, ve'chaya, des bêtes sauvages, shem moukté qui sont mouktsé, en mashkinot am yom tov, on n'a pas le droit de leur donner à boire yom tov, vendot im liftem ezonot, dites de poser la nourriture devant eux. Pourquoi? De peur qu'il donne la nourriture, il dit, ah tiens, ce coq-là, il m'a l'air sympa, je vais le prendre maintenant pour lui faire la shrita. Tout ce qui est interdit de manger ou de s'en servir pendant Yom Tov, c'est parce qu'il est mouktsé, eh bien, Asur le Talton, on n'a pas le droit de le déplacer non plus. Celui qui amène dans sa cour, dans sa maison, il amène donc de la terre de la veille de Yom Tov. La terre avait plusieurs utilités à l'époque. On peut couvrir avec, donc, que ce soit de la cracha ou les excréments, du sang d'un animal. Alors, si il a désigné un coin dans sa cour dans lequel il met là-bas cette terre, Areze Mouchan, c'est permis. Parce qu'il a réservé un coin pour où il a mis cette terre. Moutar le Talt, donc ça, c'est Mouchan, c'est permis, c'est préparé, c'est pas Mouktsé, ou Moutar le Talt, l'autre, il a le droit de prendre cette terre, de la déplacer. Vlasot Bokol Tzok, de faire tous ses besoins avec. Vechen Efer, de même, de la cendre. Chez Roussak Merav Yom Tov, de quelque chose qui a brûlé la veille de Yom Tov. Déjà, la veille de Yom Tov, il y a cette cendre maintenant qui s'est fait. Areze Mouchan, c'est aussi donc quelque chose qui est prêt, et comme on a dit, et comme on fait avec la terre aussi, on pouvait s'en servir donc pour couvrir certaines choses qui sont sales. Par contre, si c'est quelque chose qui a été brûlé pendant Yom Tov, et il y a eu de la cendre qui s'est fait, alors, ça dépend si la cendre est chaude ou froide. Tant que la cendre est chaude, à tel point qu'elle est chaude, qu'il y a des litres de beitza qu'on peut faire cuire un œuf, griller un œuf, mutar le taltel, on a le droit de le déplacer. Pourquoi? Shadain eshu, parce que c'est encore du feu, donc il y a encore la chaleur du feu. Et on peut, donc il convient donc ça peut cuire, donc ça peut faire le même effet que le bois qui était avant cette cendre était là pour faire. Le bois, il était là pour faire cuire. La cendre aussi, là, elle est là pour cuire, donc il a le droit de s'en servir. Et là, si la cendre est plus chaude, sur le taltel, il n'a plus le droit de la déplacer. Pourquoi? Parce que cette cendre-là, elle n'existait pas à l'entrée de Yom Tov. C'est quelque chose qui est arrivé pendant Yom Tov. Et donc, il n'a pas le droit de s'en servir. Mishayalot Deker, celui qui avait un pieu qui est naout, qui était planté dans le sol, mais Erev Yom Tov, c'était planté dans la terre depuis la veille de Yom Tov. Venitko be Yom Tov, il a arraché, il a fait sortir de la terre pendant Yom Tov. En le sortant, Ve'ela Afar, donc ça a arraché de la terre. Alors, est-ce qu'il a le droit d'utiliser cette terre ou pas? Si cette terre-là était poudreuse, donc c'est bon, il peut recouvrir ce qu'il veut avec. Il peut me déplacer cette terre. Si en ressortant le pieu, il a fait sortir une motte de terre, un bloc de terre qui est ressorti, il n'a pas le droit de le piler pendant Yom Tov. Puis on a pris le tochen, c'est l'interdiction de moudre pendant Yom Tov. Alors, chers amis, écoutez comment le rabbi nous explique de manière extraordinaire une notion qu'on a pris dans Halacha Bet. On a parlé donc des animaux, il y a deux sortes d'animaux. Il y a des animaux qui dorment, qui passent la nuit à l'extérieur du troum de la ville. Il y en a certains qui rentrent dans la ville. Alors dans la Gemara, à la fin du traité Beitza, là-bas c'est discuté entre Rabbanan et Rabbi. La discussion, c'est quels animaux sont considérés bayatot? Bayatot, qui est un langage de bayit, donc ils sont à la maison, ceux qui sont considérés, ils ne sont pas mouxés parce qu'ils se trouvent à la maison. D'après le Rabbanan, les bayatot, quand le Rambam il a tranché, c'est ceux qui viennent passer la nuit dans le troum. D'après Rabbi, c'est même si ils viennent très rarement, même une fois en été ou en hiver, bien ils sont considérés bayatot. Alors en effet, la halakha est comme le Rabbanan parce que c'est la majorité. Mais le Rabbi dit, l'opinion de Rabbi aussi a une importance. Le Rabbi dit, il explique ça, c'est quoi le nefesh habamit? On a un âme animal. L'âme animale de juif, si on veut savoir, c'est les bayatot, c'est les domestiques, il fait partie de la maison, qu'on peut l'amener en sacrifice. Quand on dit amener en sacrifice, c'est faire un korban, un kirouv, le ramener à la Elokut, à Kadosh Baruch, ou bien que c'est midbar, ça vient de désert, et donc à Yom Tov,
on ne pourra pas les amener en sacrifice. Eh bien, il y a deux opinions. Il y a celle de Rabban Uriah sur la majorité du monde. Et il dit, si toute la majorité de la journée ne se trouve pas dans un endroit habitable. Un endroit habitable, ça veut dire un endroit, Yashav Adam Sham, un endroit dans lequel Adam Elyon, Akadosh Baruch Hu se trouve. Les rabbins disent, ok, la journée ne se trouve pas, mais au moins la nuit, ils viennent. Quand il y a l'obscurité, ils viennent. C'est-à-dire que le plan spirituel, que quand tout va bien, c'est l'irtik basé, c'est éclairé chez eux, ils viennent pas. Mais quand ça devient basé tunkel, ça devient obscur chez eux, c'est difficile, la situation n'est pas évidente à ce moment-là. On voit ces personnes-là, ils reviennent à la maison. Alors bien qu'ils viennent seulement la nuit, ils passent leur nuit, même ils sont à l'extérieur du troum, de temps en temps, ils reviennent. Eh bien, ils sont là pendant la nuit. Eh bien, ces gens-là, ils sont bayatot. Bien que dans la journée, ils ne sont pas là. Le fait qu'ils reviennent, eh bien, ça peut faire quelque chose. Mais il faut qu'ils viennent dormir la nuit. On ne veut pas juste comme ça qu'ils viennent de temps en temps d'après Rabbanan. S'ils sont à l'extérieur du troum, ça ne nous intéresse pas. Par contre, Rabbi, c'est le Nasi Ador. À l'époque de Rabbi, il y avait beaucoup de tsarot de souffrance. C'est pour ça que Rabbi l'a écrit d'ailleurs Torah Sheba'al Peh. Ah, pour Rabbi, même un tel juif, un juif que tu ne vois pas Bayishu, tu ne vois pas dans les endroits habitables. Et comme ça, une fois par an, en été ou en hiver, tu le vois, il arrive. Rabbi dit, lui, c'est un bayatot. Lui, il fait partie, c'est domestique. Lui aussi, on peut le rapprocher. C'est Rabban Aniria sur la majorité du monde. Quand tu regardes sur la majorité du monde, il n'y a pas, tu ne peux pas faire comme ça. Il faut qu'il soit là plus souvent, au moins qu'il passe la nuit dans ces endroits-là. Mais Rabbi, qui est le Nasi Ador, qu'à propos de Rabbi, qui était le Nasi Ador, le chef de la génération, la Gemara raconte qu'une fois, lorsqu'il a oublié la notion de Racham Avakol Masa, comment il faut avoir pitié de tous les créatures d'Akadosh Baruch Hu, il a pris sur lui d'avoir des souffrances pour arranger cela, et il est parti dans l'autre extrême. Alors, vu que lui, la Racham Avakol Masa, la miséricorde sur tout le monde, lui, il peut arranger tout le monde, Rabbi. Pas seulement celui qui se trouve toujours Bayishu, qui revient toujours la nuit dans un endroit habité, et pas seulement celui qui vient de temps en temps. Même celui qui vient une fois par an, Rabbi peut aussi lui faire quelque chose. Et encore plus que ça, dans la suite de la Gemara, on dit que Rabbi Bichal, il ne tient pas sous ce inyan de Moukse, les Didien Moukse, il n'y a pas cette notion de Moukse. Et d'après lui, on pourrait faire la shrita même de ceux qui sont mis de barrières, qui sont à 100% du désert, qui ne rentrent pas du tout dans le droit de Yishuv. Et la Gemara, c'est uniquement Rabbi, il a voulu répondre donc, par rapport à Rabbanan, il lui a dit, au moins, soyez d'accord avec moi s'il vient de temps en temps. C'est-à-dire que Rabbi, il dit, même quelqu'un qui vient jamais, même pas Achad Bashana, de lui aussi, Rabbi baisse pas les bras. Et lui aussi, Rabbi ramène au judaïsme. Dans la suite, le Rabbi l'explique dans Beit Rabbi, la halakha comme Rabbi, c'est-à-dire que la manière que se comporte donc le Rabbi et les rabbis d'avant le Rabbi, c'est comme Rabbi Yehuda Nasi, que quelle que soit la situation d'un juif, il faut faire vishrita dans le sens veshachatu mashach, on va l'amener un korban à Elokut, que Kadosh Baruch Hu fasse, que très prochainement, on va voir comment tous les juifs ensemble vont se rassembler à Yerushalayim Irakodesh avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.